Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Casal. L'objectif d'Anne-Sophie est de favoriser l'épanouissement de l'individu à travers le jeu. Dans cet épisode, nous échangeons sur l'utilisation du jeu au service du développement de l'enfant. Bonne écoute! Bonjour Anne-Sophie Casal, bienvenue sur Homo Ludens. Bonjour. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Alors bonjour, donc je suis Anne-Sophie Casal. Je travaille au Centre national de formation au métier du jeu et du jouet, où je suis responsable des secteurs jeux et petite enfance et jeux et psychopédagogie. Et sinon, j'ai une formation de psychologue du développement socio-cognitif et des pratiques interculturelles. Et je suis également formée en neuropsychopathologie des apprentissages scolaires. D'accord. Et d'où te vient cet intérêt pour le jeu? Je crois que j'ai toujours joué en fait. Il y a une vraie culture, du jeu dans ma famille. Je suis joueuse, et puis j'ai aussi utilisé du jeu dans mes diverses, expériences professionnelles, que ce soit quand j'ai travaillé dans l'animation, dans l'accueil du jeune enfant, l'accompagnement du handicap et cetera, et voilà, je suis convaincue qu'en plus le jeu, c'est vraiment un outil professionnel riche et intéressant. Mmh. Bah, justement, dans cet épisode, on va s'intéresser à l'enfant et au jeu de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'un enfant a besoin de jouer? Alors l'enfant, il a besoin de jouer tout d'abord pour se détendre, c'est-à-dire pour, libérer des tensions. On a tous besoin de se détendre, hein, et nous adultes, on va avoir plein de moyens à disposition. Pour l'enfant, l'activité, autonome de détente, c'est le jeu, et ça lui permet de s'épanouir, de grandir, et cetera. Mais vraiment la détente, elle est importante puisque aujourd'hui les rythmes des jeunes enfants sont calqués sur ceux des adultes. On leur propose, des journées de plus en plus remplies avec des rythmes, voilà ouais, vraiment calqués sur l'adulte, et donc eux aussi, ils ont besoin de souffler un petit peu entre les diverses activités, voilà qu'on leur propose. Alors, ça, c'est le 1er point, mais après le jeu, il a plein d'autres vertus, c'est-à-dire que le jeu, il permet aussi à l'enfant de s'exprimer. Comme les enfants, ils maîtrisent pas toujours le langage, ou en tout cas, ils ont pas toujours, la facilité de mettre des mots sur des émotions, des ressentis. À travers le jeu, ils vont pouvoir mettre en acte, ils vont pouvoir exprimer, des émotions, de l'agressivité, des interrogations, voilà. Par exemple, je peux donner un petit exemple, mais un enfant à qui on a proposé, une soupe de légumes, qui lui plaisait pas, un enfant à 4 ans, il va pas dire à ses parents, «Oui, j'aimerais qu'on reprenne, les menus, des soirées d'hiver, la soupe ça me va pas, l'odeur est pas top, je te parle pas du visuel, c'est soit trop chaud, soit trop froid», et cetera. L'enfant, il va pas être capable de dire ça. En revanche, il n'empêche qu'il peut ressentir la déception d'avoir encore de la soupe, et l'envie de manger autre chose, par exemple. Et donc, dans le jeu, il va pouvoir, gronder son poupon, ou lui proposer, de la pizza, comme il l'aurait voulu, quoi. Et puis, il y a encore plein d'autres vertus au jeu, c'est-à-dire qu'à travers le jeu, les enfants vont se rencontrer. Déjà le joueur rencontre l'autre, donc c'est aussi une manière de construire son identité, hein, bien sûr, que de rencontrer l'autre. Mais quand les enfants s'observent dans le jeu, quand ils, jouent côte à côte, quand ils s'imitent, quand ils jouent, je sais pas, au toboggan, où on voit un copain qui grimpe sur le toboggan et qui glisse, allongé au lieu d'être assis, on a envie de le faire comme lui, et c'est une manière finalement de se socialiser, faire comme, puisqu'on prend conscience que l'autre existe. Mais on va aussi, partager ou pas des jouets. On va aussi, enfin voilà, on est vraiment dans cette rencontre, de l'autre qui est intéressante, et en grandissant bien sûr avec, des jeux co-construits, des jeux, voilà, autour de petites figurines, de jeux de construction, des jeux de société. Là, clairement, les enfants, jouent ensemble. Et puis, je rajouterais également, que, le jeu, il sert à grandir et à apprendre. Ça, il y a vraiment, beaucoup de c'est des choses qui ont été prouvées. On avait l'intuition depuis déjà
des centaines d'années, je dirais. Et les travaux en pédagogie, en psychologie, en neurosciences ont bien montré que, grâce au jeu, eh bien, on grandit, on apprend parce que l'enfant, il s'approprie son corps en jouant, il s'approprie son environnement matériel, mais ça lui permet aussi de comprendre son environnement social. Hein, notamment, bah, justement, cet enfant qui gronde son poupon, bah, il comprend la relation d'autorité. Il y a des enfants qui jouent, au marchand et sont très dans la caricature au niveau de la politesse. Bah, ça aussi, c'est un apprentissage, social, voilà. Mmh. Et est-ce que le jeu intervient d'une manière différente en fonction de l'âge de l'enfant? Alors, le jeu, il intervient à différents niveaux, en fait, dans le développement effectivement de l'enfant. Après, comment dire? Dire qu'il intervient de manière différente, peut-être pas, puisqu'il y a toujours, quelque chose de très fondamental, c'est que le jeu, il est effectivement, éducatif dans la mesure où c'est un vecteur d'apprentissage. Et pourquoi est-ce que le jeu favorise le développement? Parce que le jeu est, autonome, parce que le jeu est libre, parce que le jeu est volontaire, spontané, et cetera. Donc ça, que l'on ait, 6 mois, 6 ans ou 60 ans ou 20 ans et cetera, il y a toujours cet aspect de partie prenante, dans le jeu où le joueur, bah, il a envie, il est motivé, il y va, ça lui fait il est dans le plaisir dans le jeu finalement, et donc c'est pour ça, qu'il va d'autant plus se développer et construire, développer, consolider, différentes compétences. Alors tu as il y a une notion qui ressort souvent, dans tes interviews et articles. Tu nous parles de jeu libre et effectivement tu nous as parlé de jeu autonome, libre et cetera. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs ce que c'est le jeu libre? Alors le jeu libre, l'idée de liberté, c'est l'idée que le joueur, choisit, le jeu, auquel il va jouer ou du moins consent de jouer avec ce qu'on lui propose. Donc la liberté, c'est vraiment par opposition à quelque chose de l'ordre de l'imposition, par exemple. On va dire: «Toi, tu joues à ça», hein, ça, on n'est pas vraiment dans du jeu libre. Le jeu libre, c'est cette idée de dire: «Je vais choisir mon activité de détente, à savoir, le jeu et je vais choisir également la manière dont je vais jouer». En revanche, jeu libre ne veut pas dire, absence de règles. Heu, Par exemple, on n'a pas le droit de jeter des cailloux sur les voitures, même si d'un point de vue scientifique, ça peut être très intéressant. Il y a un lien de causalité, action-réaction. En fonction de si le caillou, il atterrit sur le pare-brise, le capot ou les pneus, ça fait pas le même bruit, ça rebondit pas pareil et cetera. Donc d'un point de vue expérimental, et scientifique, c'est assez intéressant, mais la règle de la collectivité, c'est que, ou du vivre ensemble, les règles sociales, en fait, c'est qu'on n'a pas le droit de jeter des cailloux sur les voitures. Donc voilà, on fait quand même la différence entre, enfin voilà, jeu libre, ne veut pas dire, absence de règles. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y a des conditions favorables pour jouer et pour que le jeu puisse, justement apporter des choses au développement de l'enfant? Oui, alors, bah, il y a les conditions, hein, pour, favorables, au jeu, elles sont multiples. Tout d'abord, il convient d'avoir, du temps pour jouer. On parlait des rythmes, effrénés des jeunes enfants. Mais effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que, entre les activités, de la crèche, de l'école, voilà, les divers temps, en fait, des enfants, plus les activités périscolaires, parce qu'aujourd'hui, on a envie de stimuler nos enfants, de leur offrir un maximum de choses. Et puis parce que nous, les adultes, on travaille beaucoup, donc bah, il faut bien occuper les enfants. Donc les enfants, ils sont soumis à plein de sortes d'activités et c'est pas toujours du jeu libre. C'est-à-dire qu'on les a inscrits à la musique, au foot, au centre de loisirs, et cetera. Mais c'est pas forcément des activités qu'ils auraient choisies, librement. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment, de préserver des temps, de jeu libre pour les enfants dans leur emploi du temps. Quotidiennement, on devrait pouvoir avoir un petit peu de temps pour jouer, pour rêver, pour choisir son jeu, et cetera. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est difficile, hein. Dans les rythmes actuels, en général, à la sortie de la crèche ou de l'école, on va chercher l'enfant, puis on se dépêche vite de faire deux trois petites courses avant d'aller prendre le bain, préparer le repas et au lit, quoi. Donc, voilà, pour les enfants, il faut déjà aménager des vrais temps de jeu libre. Aussi, on se rend compte qu'il faut, proposer des supports de jeu qui soient, adaptés aux enfants, c'est-à-dire, j'allais dire ni trop simples ni trop compliqués.
pour que, l'enfant, il ait vraiment le plaisir du jeu. Si c'est trop simple, il va s'ennuyer, si c'est trop compliqué, il va stresser. Donc ça déjà, c'est pas toujours évident de choisir un bon jouet, d'autant plus qu'aujourd'hui, hein, les marchands, nous aident pas forcément, puisqu'ils indiquent des âges sur les boîtes, qui sont plus des arguments marketing que vraiment, des âges pertinents vis-à-vis, du niveau de développement des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, on voit beaucoup de jouets, sur la boîte, il est écrit à partir de 0, sous-entendu à 0 mois, l'enfant va pouvoir jouer avec ce jouet. Non, avant 3 4 mois, l'enfant, il peut pas jouer puisqu'il faut déjà avec des jouets, il peut jouer, mais il va jouer avec son corps, justement avec ses mains, et c'est parce qu'il joue avec ses mains, parce qu'il les regarde, parce qu'il les met à la bouche, qu'il se rend compte qu'il y a plusieurs éléments, que c'est des doigts, qu'il peut les plier et qu'alors seulement il pourra, attraper des choses ou en tout cas explorer son environnement proche. Donc voilà, l'idée de bien choisir ses supports de jeu, c'est très important. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que, chaque enfant a son propre développement, il y a pas de recette magique de ce côté-là. Ce qui convient, c'est plutôt d'observer, l'enfant, de voir comment il se comporte avec les objets, qui sont autour de lui, pour pouvoir lui faire des propositions, pertinentes. Et quand je dis proposition, l'idée c'est pas de secouer le jouet, devant les yeux de l'enfant, c'est de lui mettre à disposition et ensuite c'est l'enfant qui va vers le jouet si ça l'intéresse. Ça aussi, ça vient parler du jeu libre. Et ce qui est important aussi dans les jeux et les jouets, c'est de pas être non plus dans une abondance de jeux et de jouets. Et malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, comme on est dans une société de productivité, d'abondance, heu, on a beaucoup de choses, les enfants, ils ont beaucoup de jouets, il y a beaucoup de chaînes de télé, on a beaucoup d'habits, on a enfin voilà, et on a, beaucoup de choses dans le frigo, et cetera. Cette abondance, on la retrouve également, du côté des jouets, et aujourd'hui, on se rend compte que même le tout petit, on va l'installer dans son parc, et il va avoir, je sais pas, 10 15 jouets, autour de lui. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va papillonner. Il va prendre, jeter, et il va pas vraiment pouvoir se poser sur un jouet parce qu'il a trop de stimulation. Donc, une des conditions, du jeu, et vraiment, un élément important, c'est de proposer moins de jouets, mais toujours adaptés et diversifiés et cetera, mais pour qu'il y ait plus de jeux et que les enfants se posent réellement. Donc on a vu, il faut leur mettre à disposition donc, un espace-temps pour jouer, des supports de jeu, et on se rend compte également que, pour un jeu de qualité, autonome et qui va durer un petit peu, on va observer de la concentration, de l'attention de la part des joueurs. On a aussi des espaces de jeu qui sont, aménagés, c'est-à-dire que, les espaces, ils sont, délimités. Ça, c'est vraiment important. Plus l'enfant est jeune, plus il a besoin d'un espace délimité parce que, la délimitation va apporter de la contenance, physique et psychique, et donc ça va rassurer l'enfant. Comme le tout petit, quand on le prend dans nos bras, quand il pleure et il arrête de pleurer, c'est parce que c'est la contenance apportée par l'adulte qui va apaiser le tout petit. Heu, mais j'ai envie de dire, les adultes aussi, parfois je sais pas, quand on a un coup de cafard ou autre, on va s'enrouler dans une couette ou se mettre dans un petit coin, et c'est cette contenance où on voudrait que quelqu'un nous prenne dans les bras. C'est cette contenance-là qui va apaiser des tensions, qui va vraiment, voilà, nous faire du bien. Donc, la délimitation des espaces, et on le voit très bien avec les tout petits, hein. Vous mettez un tapis, ils viennent se poser au milieu du tapis, une cabane, ils rentrent dans la cabane, c'est sous le toboggan qu'ils se racontent le plus d'histoires, parce que c'est des lieux qui sont vraiment, délimités. Et quand je parle du toboggan, on va même plus loin que le tapis en termes de contenance, puisque là, la délimitation, elle est aussi sur les côtés, au-dessus, dans une petite maison, et cetera. Ça plaît beaucoup aux enfants. Donc effectivement, on va soigner les espaces de jeu en proposant donc des espaces de jeu délimités, mais aussi des espaces de jeu prêts à jouer. Alors ça, c'est surtout valable pour le tout petit, mais on se rend compte qu'en grandissant, c'est également le cas. C'est-à-dire que quand tout est dans des caisses ou dans des tiroirs, plus l'enfant est jeune, plus son jeu, ça va être de vider sans même finalement, heu, apprécier la qualité des jouets qui lui sont proposés, puisque lui, il voit plein de choses à vider, par exemple. Et puis même pour les plus grands, quand l'espace il est prêt à jouer, tout de suite on est dans l'invitation à jouer, et on y va, très très volontiers. Ça inspire en fait le créateur qu'est le joueur.
Mais pour nous, c'est la même chose. Nous, les adultes, par exemple, je sais pas, quand on va au restaurant, quand le couvert est dressé, et même quand on voit des plats déjà dans les autres assiettes des autres personnes des clients du restaurant, bah, ça nous donne envie, de prendre du poisson parce que le plat qui vient de passer là sous mes yeux, il avait l'air, intéressant quoi, finalement. Donc c'est pareil aussi pour les adultes. Ça donne en fait l'aménagement des espaces, donne des informations aussi sur l'espace, sur ce qui s'y passe, sur ce qu'il est permis de faire, ou pas. Ça offre des opportunités de développement. Donc vraiment le côté prêt à jouer, il est vraiment important et c'est vraiment primordial pour les plus jeunes enfants. Les plus vieux, ils vont éventuellement aller chercher une boîte, et cetera pour, sortir un jeu, mais même en ludothèque, on se rend compte qu'avec les jeux de société, quand on a des étagères de jeux de société, bah, elles sont là, voilà, les gens, sont il y a tellement de choix qu'ils savent pas trop vers quoi aller. Alors que quand il y a un jeu qui est ouvert, prêt à jouer et cetera, bah, là, on a envie d'aller s'y intéresser, on a envie d'essayer, de OK, jouer donc à ce jeu-là. quand tu parles d'espace de jeu prêt à jouer, c'est ça, c'est qu'on a éventuellement déballé un jeu, il est, disponible sur la table. C'est pas juste que l'enfant peut le saisir et l'ouvrir, c'est Mmh, qu'il est déjà, exactement, ouais. prêt dans l'espace de jeu, quoi. D'accord. C'est ça. Et c'est vrai que là, par exemple, on pense souvent aux jeux de société parce que c'est les jeux les plus, comment dire? Qui nous correspondent le plus à nous en tant qu'adultes, parce que notre niveau de développement nous permet d'accéder à des jeux de société. Mais c'est vrai que quand on parle des espaces de jeu, l'idée, c'est aussi d'avoir une diversité et ça, c'est vraiment très, très important, pour les enfants, j'allais dire jusqu'à 10 ans et même plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à du jeu de société pour les plus grands, mais aussi, des jeux, qu'on va appeler par exemple les jeux de mise en scène. Ça va être les jeux de figurines, comme par exemple, les Playmobil et je sais pas, le bateau pirate des Playmobil, et cetera. Mais aussi, ce qu'on appelle les jeux de rôle, qui sont également des jeux symboliques où là, c'est plutôt, l'enfant qui est acteur, donc on va avoir un univers où il y aura des déguisements, un décor, voilà, ce qui plaît très bien, par exemple, aux tout petits, c'est l'univers où on va retrouver les poupons, la cuisinière, les casseroles, la petite table, l'enfant va pouvoir faire semblant de faire, la vaisselle, de préparer le repas, de donner à manger à son poupon, faire semblant de manger lui-même, de balayer la cuisine, et cetera. Donc ça aussi, c'est un espace qui est important. Donc là, on a donné déjà 3 espaces, hein, l'espace de jeux de société, de jeux de mise en scène, de jeux de rôle. Il y a aussi l'espace de jeux d'assemblage. On va par exemple retrouver des jeux de construction, où là le plaisir ludique, ça va être de déconstruire et de construire, de dépasser ses limites, de reproduire un modèle pour les plus grands, et cetera. Et puis, il va y avoir également un espace pour bouger, pour satisfaire les besoins moteurs. Aujourd'hui, on sait, hein, que, les enfants ont des pulsions motrices qu'ils ne sont pas en capacité d'inhiber. Les enseignants d'ailleurs en maternelle le comprennent de plus en plus, hein. Il vaut mieux laisser un enfant se lever, faire le tour de la classe, et revenir s'asseoir, plutôt que de le contraindre de rester assis à son bureau, où là, il va perdre en concentration, il va tapoter des pieds et ça va être pénible pour lui et pour les autres qui sont autour de lui, quoi. Donc c'est important également d'avoir des espaces pour satisfaire ses besoins, moteurs et enfin, on va également retrouver un espace avec, ce que nous on appelle le tapis d'exercice. Alors il porte très mal son nom, hein, parce que le tapis d'exercice, c'est pas du tout là où on fait la gym, c'est plutôt un espace calme, un espace cocooning, pareil très contenant. On va retrouver, des jouets sensoriels, des jouets de manipulation. On peut même compléter avec des livres qui sont aussi des objets culturels, au même titre que les jouets, hein. Et donc voilà, c'est des espaces, plus oui, plus calmes, plus posés. Donc là, on voit bien qu'avec les 6 espaces de jeu, on va satisfaire les différents besoins. Besoin d'être au calme, de découvrir avec ses sens, tapis d'exercice. Besoin de bouger, espace moteur. Besoin, d'imiter, de faire comme les grands, le jeu de rôle. Besoin d'imaginer, de se raconter des histoires, le jeu de mise en scène. Besoin de déconstruire ou de faire de grandes constructions avec un espace construction et besoin de jouer avec les autres ou pas d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup des jeux de société mais dans les jeux de règles, on peut jouer aussi tout seul. C'est pour ça que moi je vais préférer parler de jeux de règles, plutôt que de jeux de société. Les D'accord. jeux de Et société sont que est-ce des types de jeux de règles en fait. est-ce que c'est important que ces 6 espaces soient bien, identifiés par l'enfant?
délimité ou est-ce que ça peut être mélangé? Alors justement, l'idée, c'est qu'effectivement, hein, on ait vraiment, un cadre, qui soit clair pour les enfants. Même si les enfants à l'intérieur, ils vont, déménager des jouets, et ils vont mélanger, des jouets parce que peut-être ça satisfait un besoin de garder un objet, d'un espace à un autre ou de voilà, de se déplacer, dans l'espace et cetera. C'est important effectivement que l'espace soit clair, bien délimité pour que l'enfant puisse identifier à quoi il peut jouer ou pas d'ailleurs, en fonction des différents espaces. D'accord. Et puis alors juste pour, par rapport aux conditions de jeu, donc on a vu qu'il fallait, aménager un temps de jeu libre dans l'emploi du temps des enfants. On a vu qu'il fallait choisir des jouets parce que trop de jouets tue le jeu. On a vu qu'il fallait aménager des espaces, mais il y a également un quatrième pilier, et là je reprends vraiment les éléments du cadre ludique, d'Odile Perrino, c'est que, c'est la présence de l'adulte vis-à-vis du jeu de l'enfant, qui est important. C'est-à-dire que si l'enfant, il a beau avoir de supers espaces, de beaux jouets, autant de temps qu'il veut pour jouer, si l'adulte est pas disponible physiquement et psychiquement, ça risque d'être difficile pour l'enfant, de rentrer en jeu, en tout cas pour le très jeune pour le jeune enfant, bah, parce qu'il a besoin de jouer sous le regard, bienveillant de l'adulte. Il a pas forcément de besoin que l'adulte joue avec lui. Alors après ça dépend, hein, bien sûr, il y a l'adulte professionnel, puis il y a l'adulte parent. L'enfant, il a besoin d'avoir des temps privilégiés avec le parent, bien sûr, mais il a pas non plus besoin qu'on joue tout le temps avec lui. Encore une fois, il faut équilibrer des temps de jeu partagés et puis des temps très, très autonomes. Mais l'autonomie, ça veut pas dire: «Je suis dans la pièce d'à côté, pendant que je prépare, le repas, et l'enfant, il est dans sa chambre». Ça marche à partir d'un certain âge quand l'enfant, il a suffisamment joué, j'allais dire dans les pattes de ses parents, pour pouvoir se réassurer, pour s'assurer lui aussi, d'une manière générale. D'accord. Ouais, super et justement, est-ce qu'en fonction de l'âge de l'enfant, est-ce qu'il y a des jeux différents qui sont enfin, quels sont les types de jeux qui sont utilisés par l'enfant en fonction de son âge? Depuis tout Alors, petit, on a parlé du 0-3 mois où il joue avec son mmh corps et ensuite, quels sont les différents types de jouets qui sont adaptés, en fait? Alors, par rapport à ça, je vais reprendre les travaux, du psychologue, Jean Piaget, donc qui a étudié le développement de l'intelligence. Alors aujourd'hui, on peut remettre en question, ces travaux pour, différentes raisons, tout à fait pertinentes et cetera. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans les travaux de Piaget, c'est qu'en s'intéressant, au développement de l'intelligence, il en est venu à étudier, les types de jeux. C'est-à-dire qu'il avait observé que comme le jeu était, facteur de développement, cognitif, mais aussi, moteur, social, et cetera, affectif, ou autre, et bien du coup, il en est venu à nommer des types de jeux. Il va articuler ces types de jeux à des stades de développement, et ce qu'on peut retenir et qui est encore très vrai, aujourd'hui, c'est que par exemple, le tout petit jusqu'à, on va dire 18-24 mois, ses compétences tournent surtout autour des aspects sensoriels, et moteurs, donc la motricité fine et la motricité globale. Donc en fait, bien souvent jusqu'à 15-18 mois, on va dire, l'enfant, ce dont il a surtout besoin, c'est de jouets sensoriels comme des hochets, par exemple, des choses à toucher, à regarder, à écouter, à manger et cetera. Des jouets de manipulation, puisqu'il commence un petit peu à reconnaître sa main, à l'utiliser, bah, pour pouvoir attraper de plus en plus finement, relâcher également, ça va être important, et dans tous ces jeux-là, donc on va retrouver des moteurs ludiques comme jouer à faire disparaître et apparaître, jouer à tout ce qui est action-réaction. Ça plaît énormément aux jeunes enfants, hein. J'appuie sur le bouton, le klaxon sonne, c'est jubilatoire pour l'enfant. En plus, ça favorise, l'émergence de la conscience de soi, puisque l'enfant, au départ, il le fait peut-être par hasard, mais très rapidement, hein, déjà à 5 mois, il y a l'intentionnalité qui apparaît, et donc l'enfant va intentionnellement appuyer sur le bouton pour le plaisir de l'effet sensoriel, que ce soit une lumière qui s'allume, un klaxon qui sonne, ou autre, et donc ça lui permet lui de s'affirmer, hein: «C'est moi qui ai fait ça», et puis il va répéter son geste pour, construire une sorte de constante, de se dire qu'à chaque fois qu'il appuie, ça sonne, et ça le rassure, parce que du coup, ça lui permet de mieux comprendre son environnement matériel.
Donc ça, ces explorations sensorielles, et motrices, on va les retrouver en fait tout au long de la vie, mais il va y avoir vraiment un primat, pour le tout petit puisque et ça va être le seul, type de jeu, on va dire, pour lequel auquel il aura accès, en attendant, j'ai envie de dire, un développement, parce que l'intelligence, hein, le cerveau, plutôt, se développe, du fait, bien sûr, des interactions avec l'environnement, mais aussi du fait de la maturation, cérébrale, physiologique. Donc en fait, vous savez, des fois, on dit: «Oh là là, il est pas fini celui-là». Bah non, en fait, on n'est pas fini à la naissance, hein, et du coup, voilà, l'enfant, voilà, il va y avoir des choses qui vont se construire aussi en grandissant. Et donc, à force d'exploration sensorielle et motrice, parce qu'après l'enfant, il commence d'abord à bouger son corps et il se retourne, il bascule un petit peu, ensuite il se retourne, il va ramper, il va se mettre à 4 pattes, il va se hisser et cetera. Il va donc, consolider sa motricité globale, et au fil donc des explorations et des expérimentations de son environnement et de la maturation, physiologique, il va être en capacité, de construire des images mentales et donc d'accéder aux jeux symboliques. Là, c'est plutôt dans le courant de la deuxième année. C'est très variable en fonction des enfants. On peut observer des bribes d'imitation dès, 14-15 mois chez certains enfants, quand ils font semblant de donner à manger à leur poupon, et que personne n'est en train de le faire, hein. Mmh. Ça veut bien dire qu'ils sont dans l'imitation différée, c'est-à-dire qu'ils réactivent une image mentale à travers le jeu, et donc là, c'est les premières bribes de jeux symboliques. Et donc, à partir, on va dire, de 18 mois, pour faire une moyenne, l'enfant, il va commencer à accéder à d'autres types de jeux, donc, que sont les jeux symboliques. D'abord du jeu de rôle, quand il fait semblant d'être papa, maman, le balayeur et cetera. Et puis, à partir de 4 ans, il va commencer vraiment, la pensée symbolique, s'étant consolidée au fil des expériences ludiques et de la maturation, il va commencer à pouvoir, se décentrer un petit peu, hein. On dit qu'il y a un palier de décentration autour de 4 ans, tant et bien que l'enfant, il va être capable de jouer plusieurs rôles à la fois et c'est là qu'il va, commencer à se raconter des histoires, avec, je donne l'exemple des Playmobil parce que c'est vraiment les plus connus, mais c'est finalement les figurines, ça peut être les Barbie, ça peut être les G.I. Joe, les Little People, et cetera, avec lesquels, il va pouvoir commencer à s'inventer, à se raconter des histoires. Et dans la théorie de Piaget, les jeux de société, finalement, les jeux à règles arrivent plutôt autour de 6-7 ans, de manière, autonome. C'est-à-dire que, voilà, pour lui, il considère que l'enfant va être capable, de jouer avec les autres, de respecter la règle, son tour, comprendre les règles, c'est-à-dire rentrer dans un jeu de société de manière autonome, plutôt à partir de 6-7 ans. Après, on peut voir qu'en accompagnant les enfants, donc on n'est plus vraiment dans du jeu libre, mais on peut proposer des jeux de société à partir de 3-4 ans, voire avant, voire après. Là, ça dépend vraiment, vraiment des enfants. Puis après, il y a le jeu d'assemblage où là, on va dire ça dépend, comment dire? Par exemple, les Caplas, tout le monde connaît les Caplas. Bah, forcément, l'enfant de 1 an, lui, c'est le primat du sensorimoteur. Alors avec des Caplas, il va, les mettre à la bouche, il va les taper, il va remuer le baril, il va vider le baril, rentrer dans le baril et cetera. On va vraiment être dans ces explorations et ces expérimentations sensorimotrices. À partir du stade préopératoire de Piaget ou en tout cas du stade symbolique, du stade représentatif, l'enfant, il va commencer à faire des routes pour ses voitures, il va dire qu'il fait un avion, même si la réalisation techniquement, ça ressemble pas trop à un avion, en tout cas l'intention y est. Et puis ensuite à partir, de 7-8 ans, comme il commence à rentrer aussi dans la lecture, dans des capacités de sériation, c'est-à-dire, d'ordre, on va dire, l'enfant, il va être capable de lire un plan, de aussi reproduire un modèle et cetera. Et les meilleurs d'entre nous, hein, sont capables, à partir de l'adolescence et même, au-delà, avec, 2 barils de Capla, ils vont faire un hélicoptère, par exemple. Sans même avoir de plan ni rien du tout. Mais là, on voit bien que, il y a voilà, les choses vont se construire en pensée et se réaliser. Et c'est grâce à l'expérience et à la répétition qu'on est capable de construire ou pas un hélicoptère. Et rassurons-nous, si on n'est pas capable de construire un hélicoptère, hein, c'est pas qu'on est, moins intelligent que les autres, hein, c'est que c'est pas notre sensibilité, on n'est pas entraîné là-dessus, on n'a pas d'expérience là-dessus. Pour d'autres, ça va être, de pouvoir anticiper 5 coups, aux échecs et pour certains, ça va être avec
cagette de légumes, de pouvoir faire, un menu, complet, en assemblant les différents ingrédients, par exemple. Mmh. OK, alors Je ne sais tu pas si j'ai répondu à la question au niveau de l'âge? si, très bien, super, merci. Tu nous as déjà donné, pas mal de conseils par rapport, au cadre ludique, par exemple, et cetera. Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner, heu, à nous parents ou aux personnes qui travaillent avec des enfants pour, utiliser le jeu de la bonne manière avec nos enfants? Oui, alors, et bien, la 1re chose vraiment que je dirais donc, alors je vais me redire un petit peu, mais c'est effectivement, offrir un environnement, propice, et adapté, pour les enfants, donc propice finalement au jeu. Donc, voilà, par rapport aux espaces et tout ce qu'on a vu, ici, moins de jouets, et cetera. Et surtout, moi, ce sur quoi j'insiste énormément, c'est vraiment de se poser et d'observer, les enfants, de se poser à leur hauteur et ben, oui, de les regarder, jouer, s'intéresser, à leur jeu, mais aussi leur offrir la possibilité de jouer seuls. Alors quand je dis seuls, c'est-à-dire d'éviter d'intervenir dans leur jeu et de leur, et pas être, pas leur donner la réplique, tout systématiquement. C'est vrai qu'en tant que parent, on se fait payer beaucoup de café par les jeunes enfants, et on a tendance à, du coup, vouloir enrichir un petit peu le jeu parce qu'au bout du 15e café, on en a un peu marre. Donc on va dire à l'enfant: «Oh là là, mais tu me préparerais pas un petit truc à manger?» et cetera. Et finalement, hop, on vient reprendre le pouvoir, dans le jeu de l'enfant. Et je rappelle que vraiment la seule activité autonome de l'enfant, c'est le jeu, étant donné qu'il est dépendant de l'adulte pour se nourrir, pour, se laver, pour dormir, s'habiller, et cetera. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le laisser réellement autonome. Alors il va être déçu, c'est sûr, l'enfant, et l'idée, c'est pas non plus de toute la journée l'ignorer en lui disant: «Non, joue tout seul». L'idée, c'est de lui montrer qu'on est là avec lui, qu'on le regarde, mais que, bah, peut-être que là, on n'a pas envie de jouer à boire du café et qu'il peut, très bien proposer un café à un autre copain ou à un poupon ou autre. Et puis, bah, l'enfant, il va s'adapter de cette nouvelle, situation et il va la dépasser et ce sera tant mieux. Mais j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a soit, alors je suis très dans la caricature, hein, mais on a soit des parents qui sont, toujours collés à l'enfant et qui jouent avec eux et qui le stimulent sans cesse et qui lui demandent de nommer des choses, des couleurs, d'imaginer, qui posent beaucoup de questions et cetera. Donc ça, l'enfant, il est content puisqu'il est au centre de la préoccupation, mais on se retrouve avec, des enfants qui, à l'école maternelle, les enseignants nous disent qu'ils manquent d'initiative et en grandissant encore, le mercredi après-midi, ils viennent nous tirer sur la chemise en disant: «Je m'ennuie, je sais pas quoi faire». «Oui, tu as plein de jouets». «Non, mais viens jouer avec moi». Et donc forcément, hein, puisque, on a secoué le hochet devant le bébé, on a donné la réplique à l'enfant, dans son jeu de dinette, on a, heu, enrichi un scénario avec des Playmobil, et cetera. En fait, on a rendu, l'enfant dépendant de l'adulte pour jouer. Or, au fond, c'est pas ce que l'on cherche. On cherche justement qu'il ait confiance en lui, qu'il puisse jouer seul, et cetera. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. Et donc quand je disais, donc soit on a des parents qui sont toujours avec les enfants, ou alors on a des parents qui, au contraire, vont utiliser le jeu pour occuper l'enfant pendant qu'ils font autre chose. Et j'entends que la vie des familles aujourd'hui, elle est pas simple, hein. On a des travails qui sont très prenants, et cetera. Et puis il y a la fratrie, il faut s'occuper de la maison, ou autre. Mais parfois, c'est aussi dans les parcs où là, on le voit, c'est très flagrant ces dernières années, où, quand les parents, ou les adultes, hein, parce que parfois c'est des professionnels également, on est dans les squares, d'enfants, bah, quand on est seul, en tant qu'adulte, on s'embête tellement que, très vite, on va regarder sur son portable, on a ses mails professionnels, on a, un fil Twitter à lire, enfin voilà, on a plein de choses à faire, vérifier si sa publie Instagram a fait le buzz ou pas. Et au final, on est très pris par nos écrans. Là, je parle du smartphone, mais ça peut être la télé, ça peut être la tablette, ça peut être l'ordinateur, ça peut être plein de choses.
Et heu et du coup, voilà, on va finir de faire notre petit jeu de Candy Crush avant de pouvoir être disponible pour l'enfant et ça, c'est trop dommage je crois qu'aujourd'hui, il y a une conscience de tout ça, hein. Les psychologues, tirent un peu la sonnette d'alarme en disant: «Attention, il risque d'y avoir un défaut d'attachement», mais l'attachement au sens, anglo-saxon, hein, c'est-à-dire de sentiment sécure, de sécurité affective des enfants et cette sécurité affective, elle est construite grâce au soutien, par le regard et la disponibilité psychique, des adultes sur les enfants. Donc, l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre je joue un peu avec l'enfant parce qu'il a besoin de temps partagé, mais je le laisse aussi, autonome, tout en étant disponible en le regardant jouer et donc pour les parents, c'est génial, parce que, on observe plein de choses quand on regarde ses enfants et pour les professionnels, c'est super parce que, on apprend beaucoup en observant les enfants jouer et puis derrière, on va pouvoir enrichir les transmissions qu'on va faire aux parents avec des anecdotes de vie, qui permettent, de sortir un petit peu, du tube digestif ou, des aspects, productifs de l'enfant. Parce que bien souvent, c'est, il a mangé, 130 grammes de purée, il a dormi 54 minutes et voilà ou alors, il a fait peinture, voilà sa production l'idée, c'est de pouvoir aussi être sur des petites anecdotes de vie qui viennent aussi valoriser l'enfant, son activité, et on est plus en phase avec qui il est, également, quoi. Mmh. Je peux donner un dernier conseil? Oui, bien sûr. Juste un dernier conseil, je dirais, ne laissez pas les enfants gagner systématiquement. C'est-à-dire les jeunes enfants qui commencent à rentrer dans les jeux de société, on a tendance, pour leur donner le goût et pour qu'ils, trouvent cette activité plaisante, on a tendance à les laisser gagner. Or, à 3 ans, un enfant gagner ou perdre, s'il a jamais joué et si on lui met pas la pression, il en a un peu rien à faire ce qu'on se rend compte, c'est que, en grandissant, l'enfant, par exemple, un enfant à 3 ans, on lui propose ses premiers jeux de société, il joue en famille. Nous, on le laisse gagner parce que ça nous fait plaisir et on a envie qu'il jubile de tout ça et puis un jour, il grandit, il a un petit frère ou une petite sœur, qui est en âge de jouer aux jeux de société, mais du coup, ça va être lui qu'on va laisser gagner et plus le grand ou alors il va rentrer à l'école et là, en gros, ce qui se passe, c'est que cet enfant qui, toute sa vie de jeux de société a gagné et bien là, on va lui demander d'apprendre à perdre. Et ça peut être très difficile du coup pour cet enfant, et ça reste difficile à 10 ans, à 15 ans, à 35 ans et à 65 ans, hein. Donc l'idée c'est, dès tout petit, permettre à l'enfant de vivre la défaite sereine. Alors attention, hein, l'idée c'est pas de les faire perdre systématiquement, mais de proposer un jeu où ils ont finalement autant de chances de gagner que de perdre, pour pouvoir, vivre le plaisir, oui, de la victoire, mais de la même manière, on évite d'en faire des tonnes, hein, c'est bien, il a gagné, c'est super, mais si on en fait trop, quand l'enfant perd, du coup, il a pas la gratification que quand il a gagné et il va mal prendre la défaite. Donc l'idée, c'est d'accompagner les enfants dans la défaite à un jeu de société parce que, ce n'est que du jeu, hein, et c'est fou parce que moi, j'entends, de moins en moins «ce n'est que du jeu», alors que, je vais entendre de plus en plus que les enfants ne savent plus jouer. Moi, je crois qu'en fait, on ne sait plus, nous, ce que c'est que le jeu en tant qu'adulte. On y met derrière, des portées, pédagogiques, et cetera. C'est vrai que le jeu a ces vertus-là, mais le jeu a des vertus dans le développement uniquement parce qu'il est volontaire et spontané. Ça, faut pas l'oublier, le jeu, c'est une activité de plaisir. Bah, merci pour ces conseils. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être un jeu à nous recommander? Oh là là, c'est difficile, il y en a tellement qui sont sympas, mais du coup, je parlerai du squish qui est un SKWISH de chez Manhattan Toy. En fait, c'est un jouet qui existe, déjà dans les années 80, il était commercialisé. En fait, c'est un des premiers jouets qu'on peut proposer à un tout petit parce qu'il est en volume, parce qu'il est léger, parce qu'il est facile à attraper, qu'il fait un tout petit bruit, quand on le bouge donc nous, on le laisse facilement dans les mains d'un enfant, il nous agace pas trop, et donc il va avoir toutes les vertus du jeu pour l'enfant, le côté causalité, le côté sensoriel, il s'écrase quand on appuie dessus, il revient à sa forme initiale, ce qui fait que l'enfant peut répéter et la répétition, elle est très, très importante, également. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure dans les conseils, mais un énième conseil, ce serait de permettre à l'enfant de retrouver le même jouet tout au long de la journée, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre,
alors qu'on a tendance à varier toujours les propositions de jeu. Et donc voilà, avec le squish, l'enfant peut répéter son action, il peut faire ses dents, soulager ses gencives douloureuses dessus. C'est un objet qui est tout à fait aux normes de sécurité et c'est vraiment un des premiers jouets, qu'on peut proposer. C'est pour ça que je pense à lui. D'accord, je connais pas du tout. C'est des Américains qui font ça, ouais, ça ressemble à une sorte d'atome. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du bois, des perles, des élastiques, danger, il faut vite que je protège les enfants». Et en fait, c'est, un jouet que j'ai pu expérimenter, en collectivité, ou en famille. Il est très solide, il tient vraiment le coup. Le seul inconvénient de cet objet, c'est qu'on peut pas le faire tremper pour le laver. C'est-à-dire qu'il faut le laver en surface, sinon les élastiques, se détendent et il perd, de son attrait, en fait. Mais sinon, il est vraiment très solide, heu et du coup, c'est un des cadeaux naissance que j'aime beaucoup, quand j'ai des naissances autour de moi, et la tête de mes amis quand ils ouvrent le paquet, alors déjà le paquet ressemble à rien parce que la forme de l'objet est particulière, et ils se disent: «OK, qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis ils le mettent très vite de côté, alors qu'ils vont se réjouir d'un hochet. Sur la boîte, c'est écrit, «Favorise la coordination oculo-manuelle», alors que le jouet va être trop lourd, pas facile à attraper, ou alors qu'il y a beaucoup trop de stimulation, sur le jouet. Et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils reviennent me voir en disant: «Oh, je sais pas ce qu'il a avec ton atome, mais il le lâche pas, quoi». Et oui, parce qu'il est adapté, en fait, donc adapté aux compétences d'un bébé et qu'il faut que ce soit léger, facile à attraper, et cetera. Super. Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Alors, oui, alors, pardon. Je pensais à Cédric Guéraud, mais en fait, tu l'as déjà interviewé, si j'ai bien, Il va compris. pas ouais, il est Donc juste avant toi. juste avant moi, donc du coup, voilà, comme tu m'as dit tout à l'heure que tu l'avais déjà interviewé, je me dis qu'il y aurait peut-être, Odile Perrino qui a, conçu le concept de cadre ludique, qui a vraiment fait énormément d'observations, qui a, proposé du jeu à travers le monde, qui, s'est spécialisée aussi notamment sur les problématiques du handicap, et cetera. Donc voilà, moi je crois qu'elle a vraiment une expérience très, très riche, autour du jeu, à partager. Heu, donc voilà, après, dans l'absolu, ça pourrait être aussi un ludothécaire qui est vraiment un expert du jeu. Je j'ai pas de nom à te donner, spécifiquement, mais je trouverais ça intéressant de pouvoir partager, l'expertise des ludothécaires dans leur, voilà, sur ton site. Heu, voilà. OK, merci. Et si on souhaite en savoir un peu plus, sur toi, sur ton travail, où est-ce qu'on peut, s'informer? Alors, il y a le site internet, du centre de formation auquel je travaille, donc www.fm2j.com. Donc F comme formation, M comme métier, 2 c'est le chiffre 2 et J comme jouet, où là, on va retrouver, plein d'informations. Sinon, il y a aussi la page Facebook, de FM2J, et il y en a même une qui s'appelle FM2J Jeux et petite enfance, dans lequel on va, voilà, retrouver, j'essaie de poster régulièrement des ressources, des infos, et cetera. Ou aussi sur, mon compte Facebook, Anne-Sophie Casal, qui est, un compte, professionnel. Donc voilà, j'essaye aussi de mettre des liens vers, des articles, vers, je mettrai le lien vers le podcast, par exemple, pour pouvoir, diffuser, échanger. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir le jeu. Et moi, mon objectif, c'est de favoriser l'épanouissement de l'individu à travers le jeu. Super. Ben, merci beaucoup Anne-Sophie Casal, c'était, passionnant. Merci à toi, et à bientôt peut-être alors. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.